rebelles promettent une victoire très prochaine en Éthiopie, car ils affirment ne plus être loin d'Addis Abeba, mais ces dizaines de milliers de manifestants se disent prêts à les repousser. Pour terroriser notre peuple, en particulier pour terroriser les habitants d'Addis Abeba, ils disent qu'Addis Abeba est encerclée. Mais Addis Abeba n'est entouré que par son peuple incroyable. Cette manifestation a eu lieu dimanche dans la capitale éthiopienne pour soutenir le gouvernement d'Abiy Ahmed, qui d'un côté dément toute avancée majeure des rebelles, mais de l'autre décrète l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire. Ces rebelles forment désormais un front uni face au Premier ministre, avec les combattants de la région du Tigré en guerre contre le gouvernement depuis 1 an. 8 autres groupes ont signé une alliance à Washington, mais la plupart de ces groupes sont peu connus, difficile donc d'évaluer l'impact de ce front. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les efforts diplomatiques s'intensifient pour tenter de mettre fin à la guerre en Éthiopie. Nous pensons, comme vous l'a dit l'émissaire de l'Union africaine, qu'il existe une fenêtre, une ouverture pour travailler avec cet émissaire dans le but de poursuivre ces efforts, des efforts collectifs pour résoudre pacifiquement le conflit en Éthiopie. Mais pour l'instant, la communauté internationale est loin d'être rassurée. L'ONU a affirmé mercredi que l'Éthiopie retenait 72 chauffeurs du programme alimentaire mondial dans le nord du pays, sur la seule route permettant l'acheminement de l'aide humanitaire au Tigré. Et la veille, une vingtaine d'employés éthiopiens de l'ONU avaient été arrêtés après un vaste coup de filet ciblant les Tigréens à Addis Abeba. Dans ce convoi, les cercueils de dizaines de victimes de l'explosion d'un camion-citerne le 5 novembre à Freetown. La majorité sont des vendeurs ambulants et des motocyclistes qui tentaient de récupérer le carburant s'échappant du camion après qu'un autre poids lourd l'avait percuté à une station essence. Leurs funérailles ont eu lieu lundi, premier des 3 jours de deuil national décrété par le président de la Sierra Leone. Nous sommes ici comme une grande famille. Ceux qui ont perdu des proches doivent savoir que c'est une perte pour toute la Sierra Leone, pas seulement une perte pour eux. Le dernier bilan de ce drame était mercredi de plus de 130 morts, mais les blessés se comptent aussi par dizaines. Et la Sierra Leone, l'un des pays les plus pauvres au monde, a dû demander de l'aide de l'étranger pour renforcer ses hôpitaux débordés. Toute une ville en deuil dans l'ouest du Niger. 69 habitants de Bani Bangou ont été tués le 2 novembre par des djihadistes présumés. Ces habitants faisaient partie d'un comité de vigilance, une milice d'autodéfense qui avait décidé de lancer une offensive contre les hommes armés qui s'en prennent régulièrement aux villages de la région. Mais ceux qu'ils appellent les bandits les ont vus arriver de loin et ont ouvert le feu. Les bandits nous terrorisent trop. Nous ignorons pourquoi. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas la paix à Bani Bangou? On cherche vraiment à comprendre. On nous tue encore et encore. On nous braque, on nous vole, on nous torture. Et nous ne savons toujours pas pour quelle raison. 5 jours après le massacre, le président nigérien s'est rendu sur place et il a demandé aux habitants de laisser l'armée s'occuper de leur sécurité. Je comprends que vous ne soyez pas satisfait de notre rendement, de nos performances. Et si vous pensez que vous pouvez assurer votre défense vous-même, c'est légitime. Mais celui qui doit assurer votre défense et sur lequel vous devez compter, c'est l'État. Depuis le début de l'année, les attaques menées par les djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique ont déjà fait des centaines de morts dans la région de Tillabéri, dans cette zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Beaucoup d'émotions mercredi à Cotonou lors du retour au pays des trésors royaux d'Abomey.
Des centaines de Béninois se sont massés le long de la route venant de l'aéroport pour voir passer les camions transportant les œuvres pillées par les troupes coloniales françaises au XIXe siècle et qui pour certaines revêtent un caractère sacré. Une cérémonie solennelle s'est tenue au palais présidentiel avec un chef de l'État lui-même très ému, 5 ans après avoir lancé une demande de restitution à la France. Je n'avais guère la certitude que cette revendication aboutirait un jour, encore moins de mon vivant. La veille, Patrice Talon était à Paris pour finaliser avec Emmanuel Macron le retour au Bénin de ses 26 trésors conservés jusqu'ici au musée du Quai Branly. Les œuvres seront soumises à 2 mois d'adaptation aux nouvelles conditions climatiques avant d'être exposées à la présidence béninoise. À terme, un musée sera construit pour les accueillir à Abomey. Selon des experts, 85 à 90% du patrimoine africain se trouverait hors du continent. Pour se déplacer dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo, une escorte militaire est nécessaire. Au pied du massif montagneux du Rwenzori, qui marque la frontière entre l'Ouganda et la RDC, la ville de Mutwanga. Longtemps épargnée par les attaques des rebelles du groupe Forces démocratiques alliées, elle a été ces derniers mois une de leurs cibles principales. Malgré l'extrême violence et malgré le manque d'infrastructures, le parc national des Virunga se bat depuis bientôt 2 ans pour faire tourner une chocolaterie. Il y a quand même quelque chose qu'on peut développer et arriver à détourner tous ces gens-là qui sont dans des groupes rebelles et les ramener dans la vie sociale normale où ils peuvent gagner quelque chose. En moins d'une année, plus de 200 civils ont été tués dans un rayon de 20 km autour de la chocolaterie, principalement dans les villages isolés près des plantations de cacao. Fuyant ces massacres, de nombreux cultivateurs ont abandonné leurs champs, mais leurs récoltes ne sont pas perdues pour tout le monde. Dès que les planteurs quittent les champs, il y a aussi des militaires qui volent les produits des planteurs et revendent ça aux ce qu'on appelle les fraudeurs ici. Dans un récent rapport, le groupe d'experts des Nations Unies pour la RDC confirme en effet que des soldats congolais ont revendu clandestinement des fèves en Ouganda. Malgré tout, les gestionnaires du parc des Virunga ne se découragent pas. En 2019, ils ont mis en route une 2e centrale hydroélectrique sur les contreforts du Rwenzori pour alimenter Mutwanga. Objectif, inciter des investisseurs à y implanter des industries en bénéficiant de crédits à l'installation et d'une électricité stable et bon marché. Depuis que le courant a été créé à Mutwanga, la population sait voir son huile de palme transformée en savon. Donc c'est déjà quelque chose de très grande importance. Avec la chocolaterie, la population sait voir directement le cacao transformé en chocolat. Si le plan économique, vraiment, ça booste l'économie de la contrée. Pour faire face à la demande locale et internationale, Virunga Origins agrandit son usine pour multiplier par 10 sa capacité de production. Aujourd'hui, au pied des mythiques Monts de la Lune, classés patrimoine mondial de l'UNESCO, la chocolaterie emploie 10 personnes à temps plein, dont 4 veuves des gardes du parc des Virunga.